Écoutez, sur le papier, on ne peut pas ne pas faire le lien. Le problème est de savoir si effectivement il y a eu donc une programmation à au niveau de Daesh. Si c'est Daesh, et on pense que c'est lui, je suis plus dubitatif parce que, en général, je veux dire, je ne dis pas que ce sont tous des attentats d'opportunité, mais en général, il y a une impulsion, il y a des connexions qui se font par les réseaux sociaux avec les zones irako-syriennes, mais on n'est pas encore avec une programmation, je pense, réelle, comme ça pouvait exister donc, à l'époque de la guerre froide, même avec Al-Qaïda, c'était beaucoup moins programmé. Je veux dire, tous les attentats ou les opérations qu'on a pu sur le sol français ont été faites, c'était très délocalisé et les initiatives étaient des initiatives locales. Incontestablement, on est dans une dynamique donc d'action, et je crois que ce qui est important de voir aujourd'hui, parce que ça n'a pas été souligné suffisamment, on avait fait une espèce de distinguo entre Al-Qaïda, donc, qui était, surtout les Américains, qui constituaient une menace importante pour l'extérieur, parce que la stratégie d'Al-Qaïda, c'était l'exportation de la violence donc en Occident, versus, contrairement à Daesh, qui ne s'occupait que d'installer son califat localement et donc qui ne constituait pas une menace. Ce n'est jamais, en tout cas, ce n'est pas ce que nous avons observé. Il y a toujours eu un temps 1 et un temps 2 dans toutes nos affaires. Un temps 1, c'était on part sur des zones de combat pour aller combattre éventuellement contre ceux qui sont les anti-musulmans, ou établir un califat. Et après, le temps 2, c'était le cas de l'Irak entre 2005, je veux dire, et puis 2006, entre 2003 et 2005 et 2006. Après, c'est l'exportation du djihad, et on a un flux. Aujourd'hui, on a des flux, mais aussi on a des gens qui sortent directement donc, des phénomènes d'autoradicalisation et qui peuvent passer à l'action sans aller par la case initiatique, qui est la case donc, des zones de djihad. Mohamed Sifawi, est-ce que vous faites la même lecture que Jean-Louis Bruguière? Je partage évidemment l'avis du juge Bruguière, mais je dirais, pour ajouter la chose suivante, il faut aussi jeter un coup d'œil sur le corpus salafiste. Que dit-il? Il incite ces aspirants djihadistes à passer à l'acte pendant le mois du Ramadan. Ça, c'est en exploitant la ressource djihadiste, on la retrouve. Pourquoi? Parce que la première bataille dans le monde musulman, la bataille de Badr, a eu lieu en plein milieu du Ramadan, le 17e jour, me semble-t-il, de l'an 2 de l'Hégire, l'an 624 du calendrier grégorien. Donc, la mythologie autour du fait que lorsqu'on meurt en martyr, en faisant le djihad, c'est-à-dire le terrorisme, n'utilisant pas systématiquement leurs termes, utilisant les nôtres, c'est mieux, il est pour eux question de partir au paradis. Donc évidemment, cette mystification de l'action qu'ils mènent les incite très souvent à intensifier leurs actions terroristes pendant le mois du Ramadan. On l'avait vu par exemple, je me rappelle quand j'étais journaliste en Algérie, dans la décennie noire, comme on l'a appelé, dans les années 90, il y avait chaque période du Ramadan, les Algériens tenaient leur ventre parce qu'il y avait une intensification des actions terroristes en raison justement de ce qui est contenu dans le corpus idéologique des salafistes. Je pense qu'on gagnerait à ce titre d'ailleurs à s'en approprier la teneur et à l'étudier un peu plus sérieusement qu'on le fait jusqu'à présent, parce que vous savez, quand personnellement, et je le dis très modestement, quand je parle, je n'ai aucun mérite, sinon d'être, je dirais, une sorte de critique littéraire de ce qu'écrivent ces gens-là. Et il se trouve que tout ce qu'ils écrivent, j'ai eu l'occasion de le dire sur ce plateau, tout ce qu'ils écrivent ou tout ce qu'ils font, ils l'annoncent déjà dans leur Alors, ressources. On est au début du Ramadan. On est au 9e jour. 9e jour. C'est inquiétant pour la suite, Alexandre Adler? Oh oui, normalement, tout ce que disent mes prédécesseurs permet de dresser le portrait de la situation. Nous sommes au moment du Ramadan, nous sommes à un moment décisif pour Daesh. Et puis si on regarde les 3 attentats, qui sont d'intensité quand même différente, mais ils ont 3 objets qui correspondent assez bien aux 3 fronts auxquels Daesh se consacre et envoie ses militants. Le premier, c'est le front anti-chiite, anti-iranien. Et là, c'est l'attentat de Koweït. Le second, c'est le front anti-égyptien. Vaincre le régime du maréchal Sissi qui a chassé les frères musulmans et est en train de constituer une espèce de coalition modérée sunnite autour de lui. Et là, c'est la Tunisie qui dépend évidemment du tourisme, mais le tourisme égyptien est également menacé en filigrane derrière cette attaque en Tunisie qui est sans doute plus facile parce que l'appareil sécuritaire tunisien est plus faible. Et puis, troisièmement, il y a le grand arrière occidental et il y a l'immigration en France notamment, qui est considérée comme devant être en permanente arrachée
à la séduction, de l'intégration et de l'appartenance à la société française. On veut tout faire pour ouvrir entre nos compatriotes, car ce sont nos compatriotes maintenant, et la majorité de la population française, un fossé de plus en plus difficile à franchir. Et ce genre d'acte, qu'on dirait irréfléchi dans le côté grand guignol, le patron qu'on décapite et puis dont on met le crâne en exhibition. Avec Grand guignol, vous êtes sûr? Tout ça est du grand guignol, quand même. Ça vise à faire peur, à terroriser. Mais il ne faut pas se laisser terroriser par ça. Ce n'est rien de couper une tête une fois qu'on est tué. Je veux dire, c'est quelque chose qui, mais évidemment, n'est pas plaisant. Mais ce qui devrait... C'est dur à entendre ce que vous dites, malgré tout. Ce qui n'est pas plaisant, c'est qu'on laisse courir des gens. C'est qu'on fiche, parce que la DGSI fait son travail, des gens qui sont évidemment dangereux et qu'on ne fasse rien pour les intercepter. C'est des voix de défenseurs des droits de l'homme qui ne veulent pas qu'on prenne les mesures antiterroristes qui s'imposent, comme un homme comme Jacques Toubon, que j'ai connu, pourtant beaucoup plus capable d'intégrer le devoir d'État. Bon, bref, c'est ça qui m'indigne, moi, les décapitations. C'est une instrumentalisation de la terreur pour effectivement, il y a une mise en scène derrière tout cela, ce que vous signalez. Mais malgré le tout, disait déjà sur le cannibalisme. Vous savez, une fois que je suis tué, d'être mangé, c'est déplaisant, mais ça ne me concerne pas de la première. Malgré tout, si on va au bout de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la région Rhône-Alpes, à Saint-Quentin-Fallavier, on se dit qu'ils ne sont pas allés ou il n'est pas allé au bout, ce terroriste présumé, au bout de ce qu'il voulait faire. L'objectif, c'était malgré tout de faire exploser ce site. A priori, c'est ce qu'il devait faire. Il devait faire exploser ce site. Mais c'est quand même une première en France qu'on décapite un Français sur le sol français. Ouais. Donc il faut, certes, c'est du grand guignol, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la mesure de ce qu'ils sont capables de faire et la détermination qu'il faut à ce jeune Français de 31 ans ou de 30 ans, je ne sais pas, pour découper la tête de son patron et l'accrocher à un grillage. Donc effectivement, une fois qu'on a un peu connu les théâtres de guerre, la guerre, il y a des atrocités tous les jours. En revanche, dans un pays en paix comme le nôtre, qu'on décapite un Français, et là je fais une parenthèse, rend hommage, je pense aussi au Français qui a été décapité en Kabylie, Hervé Gourdet. Donc voilà, c'est quand même pas rien. C'est une seconde étape pour moi. La première étape, c'était en mois de janvier, on voyait des gens en tenue de combat, armés de Kalachnikov dans les rues de Paris. Ça non plus, ce n'est pas rien. C'est autour de Charlie Hebdo, les frères Kouachi étaient habillés en guerriers, ils venaient porter le djihad, faire la guerre sur notre territoire. Donc pour moi, ce n'est pas anodin. De découper la tête d'un Français sur le territoire français, même si effectivement, dans la globalité, ce n'est qu'une utilisation pour terroriser. C'est la seule raison pour laquelle j'ai employé cette minimisation apparente. Non, mais je sais c'est une exhortation à nos compatriotes de ne pas avoir peur. Absolument. Et de ne pas se laisser terroriser par des gestes qui visent à provoquer la panique. Absolument. Les deux principes, les deux causes, enfin, ce que veulent ces gens-là, c'est un, créer la psychose dans un pays, et deux, créer des clivages entre les intercommunautaires. Bien évidemment qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, sauf qu'il faut observer ça avec objectivité et lutter contre ça avec objectivité. Et comprendre, d'essayer de le mettre dans un contexte global. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la décapitation est une arme psychologique utilisée par les islamistes. On surveillait les médias, on surveillait nos églises, on surveillait l'ensemble des sites sensibles. Voici qu'un site industriel est pris d'assaut. Alors encore une fois, l'attentat, fort heureusement, n'est pas arrivé au terme. L'explosion n'a pas eu lieu. À mon avis, il avait d'autres idées derrière la tête, ce terroriste. Mais est-ce que ça, c'est nouveau ? Je dirais oui et non, en ce qui me concerne. Il y a Toulouse, il y a le mystère de Toulouse. Je ne veux pas parler d'AZF, c'est une affaire trop compliquée et qui est jugée pour le moment, qui va être jugée, je mets ça de côté. Je parle en tout cas de mon expérience. J'ai eu une affaire avec le groupe islamique combattant marocain, donc une enquête qui était après 2003, où il y avait un Français converti, du reste, qui avait eu l'intention, avec un RPG-7, donc, de tirer du côté de Vezin, donc sur une usine. C'est dans la même région. Exactement, qui était hautement, donc qui était Céveso 3+. Voilà. Donc déjà, si vous voulez, c'est pas nouveau. Si vous voulez, à l'époque de la guerre froide, on a eu avec les Carlos, il y avait des gens qui avaient tiré. Donc aussi il y a des requêtes contre des centrales nucléaires. Dans une période plus récente, dans la bataille qu'on est en train de livrer contre l'État islamique, c'est une cible qui n'était pas protégée. Une cible pas protégée. Vous savez, il y a eu la tentation toujours forte, on oublie ça, de ces groupes d'utiliser des armes non conventionnelles. Et ça, qu'est-ce que c'est qu'une arme conventionnelle ? D'abord, c'est l'Airbus ou le 11 septembre.
un aéronef comme une arme de destruction massive. Voilà. Ça peut être aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle les filières tchétchènes, ça a été aussi la volonté d'utiliser des armes chimiques, du cyanure, ou voire même, à un moment donné, ils ont volé des tubes de césium 137 provenant de l'ancien armement nucléaire au marché noir du Caucase pour faire des bombes sales. Donc il y a toujours cette tentation de recourir... C'est pas une surprise, mais en tout cas... C'est que ce sont des sites potentiels. Il y en a d'autres. C'est nouveau. Alors, c'est une mise en scène, on l'a un peu dit, hein, une mise en scène de la terreur. Un homme de 50 ans décapité, l'horreur dans une usine de production de gaz à Saint-Quentin-Fallavier, c'est en Isère. L'objectif était de provoquer l'explosion de ce site sensible classé Seveso. Le terroriste présumé Yassine Sali a été interpellé. Il était déjà connu des services de renseignement. La victime était son patron, Barbara Steck, Maxime Vauthier et Owen Nguyen. Ce matin, peu après 10 heures, des véhicules sirènes hurlantes convergent vers la zone industrielle de Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon. Quelques minutes auparavant, une usine de gaz industriel était visée par une attaque terroriste. À 9h50 exactement, un véhicule fonce sur le site de conditionnement. La voiture vient s'encastrer sur un stock de bonbonnes de gaz. S'ensuit une explosion ressentie par des riverains au-delà de l'enceinte de l'usine. On a simplement entendu une grosse déflagration, donc les vitres ont tremblé. Et, on a pensé à une explosion, mais moi j'ai plus pensé à une explosion d'une usine éventuellement où il y avait eu un souci. Voilà. Un gros bruit, une explosion et on avait un petit peu peur, c'est à côté. Voilà. Vous avez pensé à quoi? Vous vous êtes demandé ce qui est arrivé? On pensait, comme je disais, que c'était un feu d'artifice, le pétard, puisque c'est bientôt le 14. Non, c'était un gros bruit, ça nous a semblé bizarre. C'est un bruit qu'on n'entend pas. Voilà. Même ma fille a eu peur. Une explosion, 2 blessés, mais pas seulement. Les premiers services de sécurité sur place font une macabre découverte. Sur l'une des grilles de l'enceinte, une tête d'un corps décapité, près de 2 drapeaux islamistes. La piste terroriste s'impose comme une évidence. Sur place, le ministre de l'Intérieur livre les premiers éléments de l'enquête et le nom du suspect neutralisé par un pompier puis arrêté, Yassine Sali, un homme issu de la mouvance salafiste. Il faisait l'objet d'une attention depuis 2008-2010 pour sa radicalisation, son lien avec la mouvance salafiste, mais n'était pas connu pour être en lien avec des acteurs terroristes. Et il y a aujourd'hui un très grand nombre de services qui sont mobilisés dans tous les départements de France pour suivre, sur la base des consignes que j'ai données, ceux qui peuvent se radicaliser, et on suit plus particulièrement ceux qui sont en lien avec des entreprises terroristes, ce qui n'était pas le cas de cet individu au regard des renseignements dont disposaient les services. Entre 2006 et 2008, Yassine Sali a pourtant fait l'objet d'un fichage pour radicalisation, un fichage non renouvelé par les renseignements. Depuis le 1er avril 2015, l'homme était employé comme livreur, un livreur sans histoire. C'est à ce titre-là qu'il a réussi ce matin à accéder au site de l'usine. Sur les grillages de l'enceinte, c'est la tête du corps décapité de son employeur qui a été retrouvée. Ces terroristes ne sont plus ceux d'hier, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie de se fondre dans la population, de ne plus porter la barbe, de ne plus faire des prières ostensibles, de ne plus porter la djellaba. On le voit dans les prisons. Les personnes radicalisées essaient d'être vraiment le plus anonyme possible. Originaire de Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, Yassine Sali semblait être monsieur tout le monde. Dans son quartier aujourd'hui, le voisinage se dit sous le choc. Rien, selon eux, ne laissait présager de tels actes de la part de ce voisin si discret. Ah, M. Sali, je ne le connaissais pas du tout. Mais vous l'avez déjà vu? Non, j'ai jamais fait attention. Enfin, j'ai peut-être croisé, hein, mais j'ai jamais fait attention. D'accord. J'ai jamais fait attention. Je ne sais même pas si j'ai vu un homme dans l'appartement. Il n'avait pas aucun signe sur lui. Hein. Il était habillé normalement. Il n'avait pas de barbe. Il n'avait pas. Pour moi, il n'y avait pas de signe de mouvance salafiste, absolument pas. Je connaissais surtout la maman parce que je faisais de temps en temps les voyages scolaires avec elle. Et c'était une dame très agréable, souriante.
une dame normale, quoi. La femme de Yacine Sali vient d'être placée en garde à vue, comme sa belle-sœur, et un homme dont les allers-retours suspects devant l'usine ce matin nourrissent la thèse d'une complicité. Et nous prenons notre discussion avec cette question. Tous les terroristes qui sont passés à l'acte ces derniers temps étaient connus de nos services de renseignement. Quelles leçons en tirer, Jean-Louis Bruguère? C'est un point commun. Oui, pas tous, mais la plus grande majorité. Vous savez, l'expérience que l'on a, c'est que deux choses. D'abord, c'est le problème. Ces gens passent à l'action d'une façon, je veux dire, très spontanée, beaucoup plus spontanée, très opportuniste. On le voit bien. Ouais. Ils profitent d'une situation, le fait qu'ils connaissent les lieux, etc. Et puis, les individus, moi j'en ai eu, je pense que c'était plusieurs, que j'ai connus en 95 et qui ont perduré au travers de différents groupes, de différentes organisations, que ce soit le GSPC, Europa, c'est d'autres organisations, il y en a d'autres qui revoient le HKIT, je ne vais pas tous les citer, mais ils vont passer d'affaire en affaire et on les retrouve, c'est-à-dire que pour certains, jamais, ils constituent une menace potentielle sur le long terme. Ce sont des gens qui ont le temps. Donc, et nous, on a un temps relativement court dans la gestion des affaires. Et je vous dis de 95, pour moi, à 2007, parce qu'après, je n'étais pas, mais je sais que pour Saïd Arif, par exemple, qui a été finalement abattu par un drone. Mais cet individu était un individu que j'ai connu, moi, au début des années 95-96. Donc, il y en a pour certains, pas tous, pour certains, ils ont une capacité d'adaptation, de disparition, de rebondir. Ils sont tout le temps dans cette mouvance salafiste. Et je vais vous dire une chose qu'on n'a pas dit qui est importante, à mon avis, c'est que la plupart de ces radicalisés sont finalement donc, très fidèles donc, à l'idéologie de base de Abdullah Azzam. C'est lui qui est le père de tout ça. Il faut relire les écrits de Azzam. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et Azzam était très proche d'Adkob, c'est-à-dire très proche du Takfir. Et aujourd'hui, on est dans une dérive Takfir, comme l'était le GIA. Et Al-Qaïda n'est pas dans une dérive Takfir. Al-Qaïda, à la fin, disait « Ne tuez pas les Arabes, ne tuez pas nos frères. » Les autres, si. Bien sûr. Bon, parce que ce qui n'est pas Takfir est arabe, est faux, est koufar. Ce qui est compliqué à entendre, Jean-Louis Bruguère, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il dit qu'il était sous le coup d'une fiche S. Alors depuis, on a appris un peu ce que c'était, hein, les fiches S. Alors, il a été mis en examen, impliqué apparemment, en tout cas pas ma connaissance, dans une opération. Il avait un casier vierge, mais il était quand même connu des services de renseignement, sous le coup d'une fiche S, de 2006 à 2008. Et en 2008, on arrête de le suivre. Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ce terroriste n'est devenu terroriste qu'aujourd'hui. Avant cette date, il était potentiellement terroriste, potentiellement dangereux, aspirant terroriste, salafiste détecté, etc. Nous sommes ensuite dans un état de droit. Il ne faut pas aussi l'oublier. Et on voit bien, hors contexte, hors actualité chaude, combien il est difficile de faire passer des lois visant justement à mettre les moyens pour surveiller ces gens-là. Et on voit bien qu'il y a une paranoïa ambiante par rapport à ça. La troisième chose, il faut une véritable révolution culturelle dans ce pays par rapport à une chose qui est fondamentale. Aujourd'hui, le terrorisme islamiste représente une menace intérieure, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde l'a intégré, ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui un personnel politique ou des élites médiatiques qui ont beaucoup de mal à nommer le mal, justement. Il ne s'agit pas d'actes terroristes uniquement. Certes, il est question d'actes terroristes, mais il est question d'attaques islamistes. Il est question d'attaques salafistes. Il faut savoir ça compte nommer. De mettre les mots. Mais évidemment, parce que des mots, c'est un moyen. Des mots. Ce n'est pas une idéologie. Pardon, des mots que nous allons utiliser, nous allons pouvoir opérer cette révolution culturelle, républicaine et démocratique et puiser notre réponse dans le corpus démocratique qui est à notre disposition, réaffirmer ce que nous voulons être collectivement comme société. Et finalement, refuser ce que ces gens-là veulent nous imposer. Quand vous dites, évidemment, ce terroriste, comme les Kouachi, comme Koulibaly, étaient effectivement repérés, mais repérés par rapport à quoi ? Par rapport à un comportement et par rapport à des fiches de lecture qui permettent de détecter, selon une posture, des gens potentiellement dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question qui est de dire, au temps où Jean-Louis Bruguère était en poste, et je parle sous son contrôle, ils avaient à gérer les services de renseignement et les magistrats spécialisés, quelques centaines d'individus potentiellement dangereux. Aujourd'hui, la question à poser, c'est qu'il s'agit de milliers, de quelques milliers
de Ça veut dire, vous nous dites qu'on a perdu le combat. Vous nous dites qu'on a perdu le combat, on n'a pas les moyens et ils sont trop nombreux. Non, attendez, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut faire une révolution culturelle. On a plus de 1500 personnes qui sont parties en Syrie. Combien y a-t-il aujourd'hui? C'est ce qu'il faut être capable de mesurer. L'idéologie salafiste djihadiste a-t-elle, oui ou non, un niveau de pénétration élevé au sein de la société française? C'est la question à laquelle... 2600 signalements, 63 dangereux. Voilà ce que j'ai lu en préparant l'émission. Oui, mais des chiffres qui vous parlent ou pas? La dangerosité, c'est selon quels critères? Qui la fixe? Comment on la fixe? Pardon encore, c'est très important ce que vous dites. La dangerosité est fixée à un temps T. Et nous sommes face à des sciences humaines, c'est-à-dire c'est mouvant, ce ne sont pas des systèmes figés, on a des êtres humains en face. Quelqu'un qui est aujourd'hui évalué et qui est dans un état d'esprit peut, dans 6 mois, devenir dans une logique beaucoup plus extrémiste et aller commettre un attentat. Quelqu'un qui n'était pas prêt mentalement à passer à l'acte il y a 1 an, l'est peut-être aujourd'hui. Or, dans cet espace-temps, parce que nous sommes une démocratie, nous avons peut-être, en tant qu'institution, nous allons nous retrouver face à une situation où il va y avoir une décision d'arrêter la surveillance, tout simplement parce que l'individu, pendant 2 ans surveillé, n'a montré aucun signe inquiétant. Revenons sur le cas particulier, si vous voulez bien, Pierre Martinet, de Yacine Sali. Alors, 35 ans, il est livreur. On a entendu de manière un petit peu curieuse tout à l'heure le témoignage de sa femme qui disait « Mais non, c'est pas possible, ça lui ressemble pas, il est parti au travail, d'habitude il revient au travail, c'est pas notre vie. Entre guillemets, on est des bons musulmans, on fait le ramadan, point barre. » Ils ne sont pas des chômeurs, même marginalisés. Bien sûr. Ils vivent dans un HLM, il y a 3 enfants. Et on a des voisins, comme à chaque fois, qui nous disent « Mais non, il était très sympathique, etc. » On a l'impression que l'histoire bégaye, on a l'impression de raconter toujours ce même profil. Bien sûr. Je vais essayer de remettre ce que vous disiez est très juste. Le terrorisme, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une idéologie. L'acte de terrorisme, pour moi, ça rentre dans une idéologie d'une guerre révolutionnaire, une guerre subversive. Et dans cette guerre subversive, il y a effectivement des actes militaires ou des actes de guérilla qu'on apprend dans les unités spéciales ou bien dans les services un peu secrets. Et ça sert à déstabiliser un pays, ça sert à créer la psychose, ça c'est le terrorisme. C'est un acte. L'acte de terrorisme également, il y a l'idéologie religieuse aujourd'hui, chez les salafistes, qui est omniprésente. Au quotidien, les revendications religieuses font partie aussi de cette guerre subversive pour habituer notre champ visuel à cet environnement. Donc petit à petit, c'est insidieux et ça pénètre comme ça. C'est cette fameuse acte de pénétration. Aujourd'hui, pour revenir au cas d'aujourd'hui, dans les entreprises françaises, chez Corbeau-Garde, nous sommes confrontés à des demandes très particulières que nous n'avions pas il y a quelques années. C'est le prosélytisme quotidien. Et ils ne savent pas comment faire face à ça. Parce qu'aujourd'hui, l'ambiguïté de nos dirigeants, c'est de jamais nommer l'ennemi. On parle de terrorisme tous les jours, à longueur de journée. Le seul qui aujourd'hui est capable de le nommer, c'est le Premier ministre. Depuis qui insiste souvent sur la nécessité d'utiliser des mots justes. Il faut utiliser des mots justes. Il faut nommer pour éviter justement... Juste un mot sur le profil quand même. Sur le profil de Yacine Sali. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette même histoire? Parce que cette personne est dans la mouvance salafiste depuis des années. Et comme le disait M. Sifaoui, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est capable de... C'est quoi la mouvance salafiste? Rapidement, pour les téléspectateurs. Il y a des spécialistes sur le plateau qui sont plus... Alors, on va se tourner vers Alexandre Adler. Voilà, Caroline, je m'excuse, c'est pas du tout que je sois en désaccord, bien au contraire, avec tout ce qui vient d'être dit. Mais je vais faire, moi aussi, là, je vais faire un passage à l'acte difficile. Je vais comparer le terrorisme à ce qu'a été l'activité des services de renseignement soviétiques que je connais bien. Et qui, dans l'ensemble, notamment pendant la guerre, la résistance ou la guerre d'Espagne, n'étaient pas des services qui étaient organisés vers le mal absolu comme cela. Donc j'ai un peu honte de le faire, mais le système est exactement le même. Premièrement, qu'est-ce qui fait que ce monsieur a été sélectionné? C'est son officier traitant. Le travail fondamental, c'est l'officier traitant. Celui-là, c'est un clandestin qui est là avec des papiers illégaux. C'est un illégal. Et il a un portefeuille de gens potentiels. Et bien entendu, de la même manière qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher des barbus pour les décapiter son patron, on ne recrutait pas normalement des agents parmi les vendeurs publics de l'humanité. On avait des gens qui avaient une vie normalement un peu comme ça, mais qui étaient des sympathisants. Qui étaient invisibles, en quelque sorte. On disait, mais reste caché, et puis on attendait l'opportunité, comme à la pêche.
Et puis un beau jour, l'officier traitant apprend de son agent, vous savez, on m'a fait une proposition très intéressante de rentrer dans un grand journal. Est-ce que vous pensez que je devrais? Oui, tout à fait. Rentre dans le journal et je reste en rapport avec toi. Bon, alors ça c'est Philby. Mais bien entendu, la méthode est la même. Je pense que ce garçon excité voit des prédicateurs et on lui donne des conseils de discrétion. Et bien entendu, on recrute des gens discrets, d'abord et avant tout, pour qu'ils ne correspondent pas justement au profil que la DGSI a aujourd'hui, de grands cons qui racontent tout ce qu'on veut et qui sont déjà fichés. Celui-là, non pas trop. Et alors c'est à lui, on dit, eh ben voilà, mon patron m'a proposé un emploi qui est assez sensible, c'est très intéressant. Et après, on l'envoie. Un mot quand même, Mohamed Sifawi, sur les salafistes, sur la mouvance salafiste. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi aujourd'hui on parle des salafistes? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur qui sont les salafistes? En gros, les salafistes représentent une mouvance qui se targue de vivre un islam des origines. Dénué de tout ce qu'il qualifie d'innovation blâmable, c'est-à-dire toute forme de modernité, non pas technologique, mais je dirais spirituelle, philosophique, etc. C'est de ce point de vue-là que les salafistes ne reconnaissent ni la démocratie, ni la laïcité, ni, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'ils considèrent, par exemple, que, s'agissant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, seul Dieu serait capable de donner des droits à l'homme qu'il a créé, et que l'homme n'a pas le droit de donner des droits à l'homme qui n'est que son semblable. Donc ça, c'est un exemple. Ils considèrent, par exemple, que la démocratie est une autre religion, que la laïcité le serait aussi. Donc ce sont des gens qui refusent catégoriquement le corpus idéologique qui est celui des grandes sociétés démocratiques, comme ils refusent d'ailleurs le corpus idéologique qui est celui de la plupart des sociétés arabo-musulmanes sécularisées. Et ils refusent le pluralisme dans l'islam. Et ils refusent le chiisme toute forme de pluralisme à l'intérieur du monde musulman. Ils refusent, historiquement, leurs plus grands ennemis sont les rationalistes, qui était à l'époque d'Ibn Taymiyyah l'un des plus grandes figures du XIIe siècle du salafisme ancien, mais qui reste quand même une référence du salafisme contemporain. Parmi les cibles désignées, il y avait ceux qu'on appelle les mu'tazilites, c'est-à-dire les rationalistes. En l'occurrence, ces gens-là considèrent que l'islam est une religion qui est figée, ils ont une interprétation littérale du texte, et s'agissant de l'interprétation littérale du texte, je vais vous donner un exemple concret. Sur quoi se base-t-il pour, par exemple, légitimer ou justifier une action terroriste? Premièrement, lorsque vous discutez avec un terroriste islamiste, donc avec un djihadiste salafiste, il va vous dire « l'Occident nous qualifie de terroristes, nous sommes des terroristes ». Parce que Dieu nous a demandé d'être terroristes. Et de ce point de vue-là, il cite un verset du Coran. Comment l'interprète-t-il? Imaginez un verset qui a été révélé au 7e siècle, donc qui est destiné à un contexte qui est celui du 7e siècle, qui est celui de la hache, qui est celui de l'épée et du bouclier, qui est celui de la décapitation et des flèches. Aujourd'hui, on est avec téléphone portable et Internet. Quand même, malgré ça, il continue de l'appréhender de la manière la plus littéraliste. Le verset coranique en question, ou l'un des versets coraniques qui leur sert de légitimation idéologique, est le suivant. Préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour terroriser vos ennemis et les ennemis d'Allah. En l'occurrence, ils disent c'est Dieu qui nous a demandé d'être terroristes. Terrorisez vos ennemis et les ennemis de Dieu. Alors, l'objectif, c'est quoi, à terme? Quand on terrorise un pays comme la France, l'objectif, c'est quoi? Justement, je continue. Leur objectif, il est double. À court terme, il est question sur les pays, je dirais, musulmans, ou majoritairement musulmans, pour être plus juste, c'est d'installer leur dogme et d'imposer leur manière de voir la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette intention ailleurs, mais ce n'est pas une intention première. Leur intention première, s'agissant des pays européens, c'est d'abord de punir un mode de vie, c'est ensuite de punir des politiques, c'est ensuite de punir, je dirais, un corpus idéologique qui est défendu par les grandes démocraties, la démocratie, la laïcité, toutes les valeurs universelles. C'est enfin de punir des prises d'opposition, c'est aussi de punir, je dirais, un gouvernement pour son refus de lâcher, je dirais, un certain nombre de dirigeants arabes qui sont leurs ennemis jurés. Et le tout fait qu'aujourd'hui, l'Occident est désigné dans la littérature salafiste comme étant le diable. Vous avez été très complet, Mohamed Sifawi. Merci. Nous sommes engagés dans une lutte de longue haleine contre le terrorisme sur notre sol. Ce sont les mots de Manuel Valls qui confirment que la France fait partie des cibles prioritaires des terroristes. Le porte-parole de Daesh en mars dernier avait menacé de marcher sur Paris. Naturellement, dans ce climat, l'objectif de l'exécutif était aujourd'hui de montrer l'image d'un État mobilisé pour protéger les Français. Sarah Sisman, François-Xavier Rigaud et Arnaud Foira.
Cet après-midi à l'Élysée, quelques ministres sont conviés pour un conseil de défense restreint autour de François Hollande. Après l'attentat qui a frappé l'Isère, puis Sousse, en Tunisie, le président est revenu en urgence de Bruxelles et déclare l'alerte maximale. Le terrorisme est notre adversaire, notre ennemi. Qu'il frappe partout, je le disais, au Koweït aussi, aujourd'hui, avec des dizaines de morts. En France, nous avons un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité, notre capacité à faire face, comme nous l'avons montré au début du mois de janvier. Et ça a été l'honneur de la France, sa fierté. Et en même temps, les Français doivent savoir qu'il y a des forces qui sont aujourd'hui déployées comme jamais depuis des décennies dans notre pays. Que le plan Vigipirate est partout à son niveau maximum. Des mesures d'urgence pour tenter de combattre le terrorisme qui frappe à nouveau le pays et un gouvernement qui se veut mobilisé. La France est une nation forte et solidaire et elle ne cédera jamais à la peur. Tous les services de l'État sont mobilisés sur l'ensemble du territoire. Il ne peut y avoir la moindre faiblesse. Nous sommes engagés dans une lutte, et une lutte de longue haleine, contre le terrorisme, sur notre sol et à l'extérieur. À gauche! Là! La France reste l'une des cibles prioritaires des islamistes. 3 mois seulement après les attentats de janvier, une autre attaque est déjouée de justesse. Sid Ahmed Glam, un étudiant algérien de 24 ans, est interpellé. Dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent plusieurs armes et une Kalachnikov. Il planifiait un projet d'envergure, une possible attaque dans la basilique du Sacré-Cœur ou dans un train bondé. Mais les menaces pullulent aussi sur Internet quotidiennement et la France est directement visée. Il y a quelques jours à peine, le porte-parole de l'État islamique, Abu Mohamed Al-Adnani, invitait tous les musulmans à réaliser des opérations d'envergure pendant le Ramadan. Musulmans et djihadistes, partout dans le monde, faites en sorte que le Ramadan soit un mois de malheur pour les mécréants. Dans un autre message publié il y a 2 mois, il proposait tout simplement de faire sauter la Maison Blanche, Big Ben et la Tour Eiffel. Si la France est ciblée, c'est qu'elle intervient sur tous les terrains d'opération où se déroule le djihad, du Mali au Yémen et surtout plus récemment en Irak et en Syrie. Et ça, ce n'est pas du tout du goût des djihadistes de Daesh. Ceci est un message pour toi, François Hollande. Ceci est un message pour tous les habitants de la France. Sachez que les soldats de Dawla Islamia se sont déployés partout. Et le cauchemar ne fait que commencer. Et nous reprenons avec cette question. Ouf, heureusement, nos hommes politiques continuent à condamner fermement, donc tout va bien. On sent une pointe d'ironie quand même dans cette remarque, Pierre Martinet. Ça suffit de condamner, comme on l'a entendu aujourd'hui? Je pense qu'ils sont dans leur rôle, sans vouloir faire de la polémique, mais je pense que moi, ce qui me gêne depuis pas mal de temps, c'est cette phrase en permanence de dire que c'est primo, pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser, et secondo... C'est important. Sauf que ça peut faire l'effet inverse, selon moi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, encore une fois, il ne nomme notre ennemi. Moi qui viens d'un milieu où on a besoin d'avoir un ennemi, de connaître l'ennemi qu'on combat au quotidien, c'est important, je pense, pour l'opinion publique, de savoir qui nous attaque, de savoir que ce n'est pas juste un épiphénomène, ce n'est pas juste l'affaire de déséquilibrer ou l'affaire d'isoler, de loup solitaire, comme on avait. Oui, du loup solitaire. Ouais, je pense qu'il est important d'expliquer pourquoi et quel est l'objectif aussi, parce qu'on ne parle jamais de l'objectif. Monsieur Sifaoui, on a très bien parlé tout à l'heure de leur objectif, c'est ça, c'est important. Les nommer sans objectivement. Pardon, j'ai l'impression à la fois qu'on les nomme, que tout le monde a très bien compris que l'objectif c'est de déstabiliser les démocraties. C'est une façon, c'est un mode de, c'est un modus operandi de déstabiliser. Pardon, juste pour compléter, on n'a pas compris
qu'il y avait aussi autre chose à faire. C'est d'assumer la guerre idéologique qui nous est de toute manière imposée. C'est tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a derrière cette guerre militaire, policière, judiciaire qui est nécessaire, il y a aussi une guerre idéologique. Que veut dire la guerre idéologique? Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu trop rapidement. C'est que la France et les grandes démocraties puissent à nouveau, comme c'était le cas pendant la guerre froide, réaffirmer ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent être comme projet de société. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est là où les hommes politiques parfois pêchent par une espèce de situation de fébrilité, c'est que j'ai l'impression que certains ont honte de dire nous sommes démocrates, nous sommes laïcs, nous sommes universels. Ça vous a manqué ça aujourd'hui dans les déclarations du président, du Premier ministre? On parle que le Premier ministre, j'étais au congrès du Parti Socialiste où j'ai assisté au discours de Manuel Valls. Il a dit la chose suivante, il a été très clair, le Premier ministre, à ce sujet, et c'est l'une des rares fois où un Premier ministre en France l'est aussi clairement. Et comme on les critique souvent, quand ils font des choses aussi positives, il faut le dire. Allez-y. Il a dit les musulmans sont chez eux en France, simplement la France ne veut pas de salafistes et ne veut pas de frères musulmans. Il a désigné clairement les deux têtes de la hydre idéologique qui nourrit ce terrorisme-là. Donc c'est dit, Mohamed Sifawi. C'est dit, mais pas suffisamment. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression qu'il y a unanimité sur la question par justement la faute de certains courants idéologiques qui doivent aujourd'hui assumer leur position et qui visent finalement à travers des errements de langage à ce fameux chantage affreux à l'islamophobie, à des gens qui ne sont pas racistes, qui ne cherchent qu'à vivre en paix, leur dire que lorsque vous critiquez le salafisme djihadiste, vous êtes islamophobe. C'est affreux de dire ça. Or, il y a des gens qui anesthésient le débat et qui finalement diabolisent ceux qui tiennent ce genre de discours. Le débat non plus. Mohamed Sifawi, pourquoi... Il ne faut pas me lancer sur ces choses. Si, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on vous a invité. Pourquoi ne pas tout simplement, vous dites, l'ennemi est connu, il est désigné, le salafisme et les frères musulmans. On peut se poser la question, pourquoi ne pas les interdire sur le territoire français? Non, parce qu'il y a les lois fondamentales quand même, on ne va pas tomber dans le macartisme. Mais en revanche, ce que l'on pourrait faire, c'est désigner l'allié. Parce qu'on a des ennemis, c'est sûr. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'État marocain, l'État algérien, l'État tunisien particulièrement, qui a, par le suffrage universel, montré la voie de la porte aux frères musulmans et qui, pour cela, est en train d'être touché dans sa partie la plus vulnérable, le tourisme, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des alliés? Est-ce que nous avons la coordination qu'il faudrait avoir avec les services secrets de ces États qui luttent exactement contre les mêmes forces? Nous ne le faisons pas. Nous avons été chercher des pouces sur la tête à un officiel marocain en France avec des juges complètement irresponsables. Il a fallu des mois et des mois pour... Ça va mieux là maintenant. Oui, mais moi, vous savez, je suis devenu populaire en Algérie quand j'ai défendu le général Nézar, qui était un des chefs de l'armée algérienne, qu'un petit juge voulait incarcérer en France et qui a dû partir vraiment comme cela, dans des conditions scandaleuses. Nous le laissons faire ça. Moi aussi, j'ai fait cette erreur de le défendre parce que j'ai pris la mesure uniquement sur la base, à l'époque, peut-être moins d'expérience. Je pensais que le terrorisme ne se combattait que par la voie militaire et policière. Et justement, ces régimes-là, leur problème, oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'ils deviennent des alliés, mais à la condition suivante. Non, mais à la condition suivante, c'est qu'ils hissent leur niveau d'attachement à la démocratie, parce que la démocratie, c'est le véritable rempart contre l'islamisme. Or, les régimes autocratiques et les régimes dictatoriaux sont des générateurs d'islamisme. Il faut désigner les ennemis. C'est prouvé aujourd'hui. Excusez-moi, il faut désigner les ennemis, vous l'avez fait. Il faut trouver des alliés et assumer des alliances pour lutter. Nous les avons, il faut les assumer. Regardez, le maréchal Sissi, cet homme qui a finalement infléchi le cours qu'on croyait inéluctable, la prise de pouvoir par les frères musulmans. Heureusement que la France et un homme comme Jean-Yves Le Drian sont allés à son secours parce que les États-Unis le considèrent toujours comme un putschiste. Ça nous a permis de vendre des rafales, c'est une très belle chose. Mais fondamentalement, il s'agit de bien autre chose. Notre sécurité et notre liberté tiennent à ce que le maréchal Sissi gagne son combat. Un certain nombre de Saoudiens l'ont compris. Et c'est pour ça que, contre toute attente, ils ont donné à l'Égypte les moyens de respirer encore quelques mois. Mais c'est évidemment là que se situe la bataille. Nous devons gagner la bataille d'Égypte avec la majorité des musulmans. Nous devons gagner la bataille
évidemment en Irak avec nos amis iraniens. Il reste le sujet de la Libye, si on boucle la boucle. Eh ben, le général Haftar à Benghazi se bat avec l'aide des services secrets égyptiens contre les islamistes. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Rien. Et Bernard-Henri Lévy, on ne l'entend plus. Alors moi, je suis persuadé que tout cela, c'est de la lâcheté. Et c'est de la lâcheté qu'on paye un jour. Voilà, c'est comme ça. Alors, on bouclera quand même la discussion sur les moyens. C'est le volet qu'on n'a pas abordé. Renforcement des moyens aux abords des sites sensibles, comme on dit. Un plan Vigipirate renforcé en région Rhône-Alpes. Ça suffit? Jean-Louis Bruguière, c'était le minimum d'annoncer ce genre de décision? C'est le minimum. Si vous voulez, moi je crois que tout a été dit. On fait du containment pour le faire. C'est-à-dire qu'on essaie d'endiguer, c'est comme pour l'immigration. Le problème, c'est qu'on ne va pas sur l'amont. Ce qui est important, c'est l'amont. Pourquoi on a ces vagues? Pourquoi on a ces flux? On est sur une courbe exponentielle. Ce n'est pas uniquement de faire un barrage. Il faut le faire, bien évidemment. Mais c'est évident, pour aller beaucoup plus en amont, on l'a dit exactement, il faut aujourd'hui avoir un combat sociétal, un combat politique, savoir ce que nous défendons réellement, le dire avec force. Moi, vous savez, depuis le début, je l'ai dit, le salafisme. Moi, j'étais au début, dans les années 95, j'avais toute la presse contre moi. On disait Bruguière, etc. Il cultive son fonds de commerce pour faire affaire courte, etc. dans les années 98. Parce que je n'ai pas... le problème, c'est qu'il y a une linéarité. C'est pas tout ça, ce n'est pas nouveau. C'est pas un accident d'histoire. Vous l'aviez dit en 95 et qu'on le redit aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé. Et s'il vous plaît, que messieurs, on avance. 3 mois seulement après l'attentat du musée du Bardo, la Tunisie se retrouve de nouveau ensanglantée. Ce matin, des terroristes ont ouvert le feu sur une plage de Sousse, dans des hôtels de luxe prisés par les touristes occidentaux. Le bilan provisoire fait état d'au moins 27 morts. L'un des assaillants a été abattu. Il s'agit d'un étudiant tunisien. Un autre a pris la fuite. Retour sur les faits avec Stéphanie Gillon. Il me faut une lentille. Un véritable carnage sur la plage. Entre les transats et les parasols, des corps allongés, sans vie, témoignent de la violence de l'attaque. Selon les premières informations et les témoignages qui nous sont parvenus, il était environ midi lorsqu'un homme, habillé en short et muni d'une Kalachnikov, fait irruption dans cet hôtel situé dans la zone d'El Kantaoui, près de la ville de Sousse. L'homme aurait caché son arme dans un parasol avant d'ouvrir le feu sur les touristes. On se trouvait au niveau de la piscine en train de prendre un bain de soleil. Et puis tout à coup on a vu tout le monde se lever. Il y avait probablement 200 personnes sur la terrasse. Tout le monde s'est mis à courir vers l'hôtel. La plage est située à 2-3 minutes de marche de l'hôtel. Des gens ont commencé à remonter les allées. Tout le monde est rentré dans l'hôtel. Nous étions à mi-chemin. C'est alors que nous avons entendu une grosse explosion. Et on a entendu des gens dire qu'il y avait des tireurs sur la plage, des gens qui tiraient sur la plage. On aurait dit des tirs de mitrailleuses. Il y a eu plusieurs rafales et puis il y a eu une sorte d'explosion plus légère, mais je ne sais pas ce que c'était. On nous a dit que des gens avaient été tués sur leur transat. Et puis ça a continué à tirer dans l'hôtel qui se trouve à côté d'une autre. Apparemment, la police était en train de pourchasser un homme. Le terroriste, un étudiant originaire de la ville de Kérouan, a été abattu par les forces de police. Selon les autorités, il aurait un complice. Le tireur était inconnu des services de renseignement. Le bilan à cette heure est extrêmement lourd. Au moins 28 morts, principalement des touristes étrangers. Parmi eux, des Belges, des Allemands, des Britanniques. 3 mois après l'attaque du musée du Bardo à Tunis, où 21 touristes et un policier tunisien avaient péri, le pays est une nouvelle fois frappé en plein cœur. Tout le peuple tunisien est en état de choc parce qu'il vient d'arriver. C'est la deuxième fois qu'on frappe la Tunisie par un acte terroriste. Et la Tunisie, aujourd'hui, ils ont frappé la Tunisie, ils ont frappé en France, ils ont frappé au Koweït. C'est un problème qui devient régional, c'est un problème qui touche la Tunisie, mais qui touche l'Europe et qui touche plusieurs pays voisins. Donc vraiment, nous sommes en guerre et nous devons réussir. Nous devons réussir pour les exterminer, pour arrêter
ce phénomène. Et je pense que nous allons réussir, parce que c'est une guerre juste. C'est une guerre que nous devons gagner. Après le printemps arabe, après l'attentat de Tunis en mars dernier, cette nouvelle attaque non revendiquée pour l'instant pourrait porter un coup fatal à un secteur clé de l'économie tunisienne, le tourisme. Cet après-midi, un vol d'une compagnie belge qui devait se poser à Sousse a fait demi-tour au-dessus de la Méditerranée. Et Mohamed Sifawi, vous regardiez ces images de cette ministre tunisienne qui pleurait, qui était visiblement très émue par ce qui se passe dans son pays, et vous disiez c'est pas bien. Mais je comprends évidemment l'émotion, nous sommes des êtres humains, nous avons tous été affectés par ce qui vient de se passer, comme nous avons été affectés par ce qui s'est passé en France en janvier dernier, comme nous avons été affectés par ce qui s'est passé au musée du Bardo. Sauf que quand on a la parole publique, quand on est femme ou homme politique, on se doit de rester, de contrôler ses émotions, parce que ça se joue aussi au niveau de cette symbolique de la communication. Il ne faut pas flancher, il faut garder ses nerfs, même si c'est difficile, oui, parce qu'ils vont utiliser ça et montrer qu'ils sont arrivés à mettre des gouvernements à genoux et les faire pleurer. Et ça m'embête un petit peu, voilà, parce qu'il faut garder cette dignité. On ne pleure pas. C'est une guerre psychologique. Oui, c'est aussi une guerre psychologique. On les fera pleurer. De toute manière, on les fera pleurer. Cette question. Formidable. C'est une arme de recrutement, ouais. D'incitation, oui. La démocratie tunisienne est-elle menacée par ces attentats terroristes? Alexandre Adler. Oui et non, parce que le peuple tunisien, dans des conditions d'une liberté totale qu'on n'a jamais connues dans le monde arabe à ce degré, s'est prononcé, et il s'est prononcé très nettement pour le grand rassemblement laïque dont Béja Caïd Essebsi est le chef, et il s'est prononcé pour la démocratie, le pluralisme et même pour le refus de la vengeance, puisque les frères musulmans sont membres minoritaires de gouvernements de coalition et qu'il n'y a pas eu de vengeance et de représailles, comme on aurait pu le craindre en Tunisie. Donc c'est véritablement le modèle de ce que les frères musulmans et les djihadistes ne veulent pas. Parce qu'on a signalé que les frères musulmans et les djihadistes, c'était exactement la même structure de raisonnement, c'est vrai. Comme dans tout mouvement, il existe des plus ou moins extrémistes et des plus ou moins modérés. Mais l'exemple égyptien a montré que quand les frères musulmans étaient au pouvoir, les djihadistes l'étaient aussi. Et avec des rencontres extraordinaires. On invite Sisi au palais présidentiel et on lui présente l'assassin de Sadat qui vient parader. On nomme le responsable de l'attentat de Luxor préfet du premier site archéologique de l'Égypte. On bafoue les magistrats. C'est aussi ça qui a donné le coup d'État de Sisi. Donc en fait, bon, il faut le comprendre. Il faut plus de fermeté, moins de palabres. Et puis effectivement, ce que les Anglais appellent le stiff upper lip, la lèvre un peu crispée. Moi, je ne suis pas du tout pour faire de discrimination dans nos alliés. Tous ceux qui combattent aujourd'hui les djihadistes sont nos alliés. Bien sûr. Je voudrais vous soumettre cette phrase du président tunisien. Il dit « Tunis ne peut pas faire face seul aux djihadistes et veut une stratégie globale ouais, ». Qui peut aider la Tunisie aujourd'hui? Ça fait quand même, on va s'arrêter là-dessus, ça fait quand même 2 attentats très lourds pour ce pays. Non, l'Algérie d'abord. Alors l'Algérie d'abord, dit Alexandre Adler. Ils ont peur évidemment les Tunisiens, mais malgré tout, seuls les Algériens sont capables aujourd'hui d'aider l'armée tunisienne à déloger les salafistes du petit maquis qu'ils ont constitué dans les monts de Tébessa, qui sont une zone de non-droit et où il faut agir. Bien entendu, l'armée française doit aussi agir. Et tout ça, ce sont des responsabilités, ce sont des représailles. Les lâches vont vous dire non, il ne faut pas s'en mêler, mais bien sûr qu'il faut s'en mêler. Et il faut s'en mêler comment, Pierre Martinet? Ça veut dire quoi, il faut s'en mêler? Il faut s'en mêler parce que ça nous concerne aussi, parce que c'est juste à nos portes. Et dans le djihad global, il y a aussi la déstabilisation économique d'un pays. Et si, encore une fois, effectivement, par les urnes, ils ont été chassés, mais économiquement, s'il n'y a plus de tourisme en Tunisie, ça va réouvrir la porte à ces salafistes et quelques frères musulmans. Et notamment, la Libye très proche et les frontières tellement poreuses qu'entre les deux, le sud de la Tunisie est connecté avec les Libyens, et ils passent. Le Bardo venait de Libye, c'était parti centralement en Libye. Aujourd'hui, la Libye est une zone de non-droit où il y a plus de 250 km de côtes qui sont tenus par l'État islamique. Donc voilà, c'est un constat. Sauf que ce constat, on le fait tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. On le fait depuis des années. En 1995, effectivement, il y avait très peu de personnes que nous surveillions, et on a laissé grossir le monstre. Et aujourd'hui, on ne fait que mettre des pansements par-ci par-là, et on fait
on fait comme on peut. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède. Vous dites on met des pansements, mais il n'y a pas de recette miracle non plus. Il y a une solution, c'est de les combattre idéologiquement, de les combattre financièrement et de les combattre militairement. C'est pas ce qu'on fait? Non, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. On fait un petit peu de temps en temps, par-ci par-là, on saupoudre un petit peu comme ça, mais déjà on ne le fait pas sur notre territoire. On dit qu'on est en guerre, mais si on est dans une guerre psychologique, subversive, faite de revendications religieuses, salafistes ou pas, il faut les combattre, il faut les interdire, il faut les contrecarrer. Il faut leur imposer un projet. On n'a pas de projet à leur mettre en face. Donc c'est ça le réveil de l'Occident. Parce que si vous lisez les textes des frères musulmans ou si vous entendez quelques interviews, ils comptent sur quoi? Ils comptent sur le déclin de l'Occident et en particulier de l'Amérique. Voilà. Le déclin. Le déclin. Oui, mais quel déclin? Pas le déclin économique, le déclin quoi? Idéologique. Exactement. C'est dans leur idéologie. Le déclin moral. Oui, c'est la guerre. On n'est pas courageux, on n'ira pas leur faire la guerre. Exactement. C'est ça l'idée. Donc il faut leur faire la guerre. Ça me paraît pertinent. Évidemment. Et effectivement, au-delà du substratum idéologique et du fond qui est très important, il y a la problématique, pour nous, je crois, pour l'Europe et pour la France en particulier, de la profondeur stratégique que constitue incontestablement le Maghreb et je dirais le Sahel. Parce qu'aujourd'hui, c'est une zone, et comme vous remarquez, qui est présent, qui s'engage quand même, c'est la France, c'est tout. Ouais. Les États-Unis ne sont pas du tout concernés parce qu'ils ont une perception complètement différenciée de ça. Et il faut dire quand même une chose, c'est qu'après, je veux dire, l'engagement militaire de la France qui a été, effectivement, à quelques jours près, on aurait pu avoir un État islamique donc, au Mali et probablement en Mauritanie, à quelques jours près si on n'était pas intervenu militairement. Mais force est de constater qu'on était les seuls. On n'a pas eu beaucoup de soutien, ni politique, ni même militaire. Donc aujourd'hui, le discours, non seulement il n'y a pas de discours, mais même au niveau de l'Europe, quand vous prenez, ce n'est pas pour un certain nombre de pays, des pays plutôt de l'Est, le problème de l'islamisme n'est pas un sujet. Ouais. Le sujet est ailleurs, peut-être l'Ukraine, etc. Mais même pour nos amis les Allemands ne se sentent pas concernés directement, je veux dire charnellement, idéologiquement, par la problématique du terrorisme, parce que, heureusement pour eux, ils ne sont pas touchés, qu'ils ont d'autres problèmes. Ça arrivera ou pas? Ils sont sur la liste? Bien sûr, ils sont sur la liste. Écoutez, mais pour l'instant, toutes les affaires qu'on a eues, les bases étaient en grande partie en Allemagne. Alors, ils sont heureux d'avoir un grand arrière. Bien sûr. On ne va pas trop les chercher. Alors, et ça a monté avec l'islamisme. Ça a commencé avec l'islamisme turc. Pardon, Jean. Oui, tout à fait. Ça a commencé avec l'islamisme turc qu'on a laissé tranquille pour des raisons anticommunistes pendant la guerre froide, avec la mosquée de Mannheim et des endroits comme ça. Et de là, ça a diffusé vers l'islamisme arabe. Mais vous voyez, les Algériens aussi ont eu cette tentation. Et puis est arrivé une menace, c'est-à-dire le coup mené depuis le territoire libyen contre le cœur même de la puissance économique algérienne des hydrocarbures. Et là, ça a été la fin de la guerre que Bouteflika menait à la fois contre la France, de façon détournée, et contre ses propres services, dont il retenait le bras, notamment au Mali. Ça a été la fin du petit jeu avec les Touaregs et tout ça. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte que voilà, la vérité était là. Et puis en plus, leurs amis du Polisario faisaient partie du commando contre une menace. Ça a ouvert quelques yeux, et c'est la raison pour laquelle l'Algérie est maintenant dans notre camp. Vraiment. Fort heureusement. Mais oui, mais ça n'est pas automatique tout ça. Allez, nous allons passer maintenant à vos questions SMS. Et l'attentat dans une mosquée du Koweït en plein Ramadan, est-ce lié? Idéologiquement, oui, parce que c'est une mosquée chiite, parce qu'on voit la guerre, et on en parle très peu, la guerre qui oppose sunnites et chiites depuis quand même déjà quelques années. Il y a une guerre d'influence, il y a une guerre militaire par procuration. Aujourd'hui, on oublie aussi de dire que le Hezbollah, qui est quand même historiquement une organisation terroriste et qui est un ennemi de la France, historiquement aussi, est devenu un allié conjoncturel, y compris de la France, puisque ce sont des militants et des militaires du Hezbollah qui décapitent aujourd'hui, pardon de le dire avec une telle brutalité, mais qui décapitent aujourd'hui des Français qui se rendent sur le théâtre syrien. Ils se sont rendus, je veux dire, pratiquement spécialistes en matière de traque de djihadistes européens. Et on rappelle que c'est là que le bilan est le plus lourd dans ce vendredi noir, puisqu'on parle de 25 blessés et de plus de 25 morts, 25 morts et de plus de 200 blessés. Combien de temps et d'attentats encore avant que soit lancée une intervention armée d'envergure contre Daesh? C'est le problème. À chaque fois, on a cette question. Et elle se posera encore et encore. Effectivement, si on ne va pas sur le terrain,
pourra bombarder autant qu'on veut. On a vu ce que ça a donné au Vietnam avec les Américains. Ils ont déversé plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas gagné cette guerre. En revanche, armer, ce qu'on fait actuellement, armer les armées sur place, c'est bien, mais je pense qu'un jour il va falloir y aller. Alors ça a une double. Personne ne veut y aller. Personne ne veut y aller parce que, selon moi, ça va aussi faire un appel d'air. Il va y avoir à nouveau d'autres djihadistes qui vont venir se battre encore aux côtés de l'État islamique pour les défendre, pour défendre leur vision de l'islam face à l'Occident ou face aux États-Unis. Je pense que nous serons contraints d'adopter une législation d'exception. Pour ma part, j'y suis favorable. Qu'est-ce que ce serait qu'une législation d'exception ? Il faut demander à Marine Le Pen. Ça, ce sont des choses avec lesquelles on se défait soi-même. L'arsenal juridique existant, moyennant quelques aménagements pour le renseignement, est largement suffisant. Ce qu'il faut, c'est du courage, de la détermination et faire taire. Mais Alexandre Adler, ce que traduit aussi cette question, c'est qu'il va y avoir, et on peut le déplorer, une radicalisation aussi dans l'opinion. Vous le craignez ou pas, Jean-Louis Bruguière ? Oui, c'est clair. Mais je pense qu'il faut peut-être qu'on ait plus de visibilité peut-être dans la riposte sécuritaire, je veux dire, et notamment judiciaire. Alors, cela va demander probablement des moyens supérieurs, parce que, je veux dire, la section antiterroriste, d'après ce que je vois, n'a pas tellement évolué en nombre. Donc, avec une quantité très importante de dossiers, donc une courbe exponentielle, et on est asphyxié, notamment le parquet de Paris, mais mes collègues aussi, les juges, c'est pareil. Et il est certain qu'il faut qu'il y ait des moyens, on les a. On les a les moyens ? Oui, judiciairement, je peux dire qu'on a déjà à l'époque, on les a. Probablement des problèmes matériels, donc maintenant on n'a peut-être probablement pas les moyens matériels compte tenu du nombre important d'affaires, et peut-être une meilleure visibilité et peut-être une coordination beaucoup plus efficiente, en tout cas vue de l'extérieur, entre l'ensemble des acteurs engagés, régaliens, engagés dans la lutte. Pierre Martinet, la nouvelle loi sur le renseignement aurait-elle permis d'éviter un tel événement sur notre territoire ? J'en doute. Non, bien sûr que non. Je pense qu'il aurait fallu une loi contre le terrorisme plutôt qu'une loi sur le renseignement. C'est quoi une loi contre le terrorisme ? Une loi qui, justement, pour inclure justement toute cette idéologie salafiste qui nous pourrit la vie en permanence. Et c'est pas... Bien sûr qu'il faut refonder le renseignement, il faut que le renseignement évolue en fonction de la menace qu'on a en face, c'est tout à fait légitime, mais je pense qu'il faut rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Au-delà de la loi sur le terrorisme, il faut impliquer également les acteurs privés à cette lutte, parce que c'est une lutte quotidienne, c'est une lutte qui nous touche tous. Tous les citoyens français aujourd'hui sont touchés. Le chef d'entreprise aujourd'hui, il est touché, pourtant il n'a rien à voir avec cette mouvance. Donc il faut impliquer les acteurs privés. Quand je parle d'acteurs privés, c'est toutes ces sociétés qui font de la sécurité à l'international, qui font du renseignement à l'international, parce qu'il ne faut pas prendre le problème, ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème international qui nous touche. C'est une Amérique qui a mis longtemps pour l'anti-mafia à inventer des parades. Ça a été très long. Par exemple, une mesure qui a eu un effet foudroyant, ça a été de s'en prendre aux biens. Lorsque les mafieux étaient inculpés. Là, on pourrait faire la même chose. Oui, on peut capturer la totalité des biens d'une famille. On le fait avec les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, on le fait avec un certain nombre de délinquants. Et Alexandre Adler a raison. Effectivement, je pense qu'il faut leur mener une véritable guerre de harcèlement. D'ailleurs, ce qui se faisait dans les années 90, alors avec évidemment d'autres moyens et un champ beaucoup moins important, c'était quoi ? C'était des interpellations préventives qui permettaient de, je dirais, tirer un maximum de renseignements des ordinateurs portables, des ordinateurs, des téléphones, etc. Et donc, qui conduisait certes à des condamnations faibles, ce qui était reproché d'ailleurs à Jean-Louis Bruguière, mais il avait entièrement raison, puisque à l'époque, on était dans une situation qui nous a permis d'échapper, quand même, je crois, à une douzaine d'attentats. Terroriser les terroristes, comme disait Pasqua, c'est ça ? Terroriser légalement et de manière démocratique les terroristes. Bon. Alors, j'ai d'autres questions. Je suppose que notre pays n'a pas les moyens de surveiller continuellement tous les djihadistes potentiels. Alors, on fait quoi ? Écoutez, je crois qu'on y a déjà répondu. Effectivement, on ne va pas mettre en fiche, on est dans un pays démocratique, donc avec des moyens, donc l'ensemble de la population française, on ne le pourrait pas, et ce n'est pas dans un état de droit, ce n'est pas acceptable. Et attention aussi à la provocation, c'est précisément, je veux dire, tous ces groupes essaient de nous faire tomber dans le piège, donc de passer du côté de franchir la ligne rouge, et donc de violer nos propres lois pour monter, vous voyez finalement,
Je veux dire, ce n'est pas si important pour eux. Combien... Donc, il y a le combat pour l'idéologie et donc pour la démocratie qui était un combat... Il faut continuer à défendre nos valeurs. Combien de personnes en France sont actuellement surveillées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que vous savez? Les chiffres sont les chiffres sont assez mouvants et on n'a jamais les mêmes chiffres. On passe il y a 2 ans de 200 ou de 150 personnes à 1500. Donc on ne sait pas exactement qui est actif, qui est capable de porter de commettre des attentats sur le territoire. Ça, c'est un problème qu'on ne l'ait pas ce chiffre-là ou pas? Je pense que les services ont ciblé des gens, donc on sait à peu près les gens qu'on a ciblés, mais tous ceux qui sont dans la mouvance, qui sont prêts à passer à l'action, qui sont justement pas ciblés, pas fichés, parce qu'ils n'ont pas affiché clairement leurs intentions d'attentat, mais qui sont capables de passer à l'acte. On connaît le marché. On connaît le marché globalement, mais toutes les personnes qui sont proches de ces mouvances extrémistes et qui partent faire le djihad et qui reviennent sont des bombes à retardement. Et pour surveiller une personne, il faut à peu près 20-25 agents. C'est pas possible. On a eu des succès, par exemple, à un moment donné, avec des services secrets de pays amis, on a réussi à loger la totalité des jeunes qui allaient en Afghanistan quand les talibans étaient au pouvoir, aller et retour. C'est d'ailleurs cela l'origine de l'attentat, à mon sens, contre les techniciens des constructions navales au Pakistan. C'est la représaille contre cela. Mais nous avons, à ce moment-là, connu la totalité des jeunes gens qui visitaient l'Afghanistan, et c'est comme ça que la DST a donné aux Américains, le lendemain du 11 septembre, les moyens d'arrêter le seul terroriste qui n'avait pas pris l'avion, qui était lui-même originaire de Béziers. Donc on peut arriver à des choses. Il ne faut pas raconter qu'on ne peut rien faire. Mais évidemment... justement, cette question. Nos services de lutte contre le terrorisme déjouent-ils beaucoup d'attentats? Bien sûr, oui, bien beaucoup. sûr. Énormément. Manuel Valls avait parlé de 5 attentats déjoués récemment. On ne parle pas des affaires réussies, malheureusement. On ne peut pas ne pas parler. Et pourquoi on n'en parle pas? Ça rassurerait un petit peu les Français, non? Parce que d'abord, ce n'est pas dans la culture des services de révéler ce qui a été fait. Ça apprendrait trop à l'ennemi. Il y a quand même des sources, il y a quand même un certain nombre mais les esprits n'imprimeraient pas. De toute façon, l'esprit du consommateur de l'information, il imprime le négatif. Vous êtes sûr de ça? Dans un contexte comme celui-ci, dire nos services de renseignement font bien le job? Que la cathédrale de Strasbourg a failli partir en flammes. Oui, nous. Mais enfin, écoutez, 48 heures près. 48 heures près, c'était le plus grand monument de la chrétienté médiévale. En termes de médias, vous le savez mieux quiconque, il y a le problème de ce qui était audible et ce qui ne l'est pas. Ce qui est un succès n'est pas audible. Et en plus, ce qui aurait pu se passer, le potentiel, encore moins. Encore moins. Donc voilà. J'ai l'impression que le plan Vigipirate est fait pour rassurer, pas pour protéger. Alors moi j'ai une vision un peu différente du plan Vigipirate, l'actuel plan Vigipirate. Je ne parle pas du plan Vigipirate avant le mois de janvier. Aujourd'hui, quand on met plus de 10 000 personnes dans les rues, armées, en sortant de chez moi, je vois des parachutistes ou bien des chasseurs alpins armés jusqu'aux dents, qui protègent certains sites. J'ai l'impression de me retrouver quelques années en arrière dans certains pays en guerre. Pour moi, la principale... efficacité de ce plan-là, c'est pour éviter des heurts intercommunautaires, c'est pour prévenir un clivage. Ah bon? Ouais, à mon avis, c'est ça, parce que... On en serait là, sinon? On en serait là? Pour assurer, mais pour assurer, visuellement, ça rassure. En revanche, comme on peut pas garder tous les sites, eh bien on se Une dernière question. Allez, très vite, Mohamed Sifawi, les salafistes sont-ils tous potentiellement dangereux? Les salafistes sont tous potentiellement dangereux, même ceux qui prétendent ne pas l'être. C'est une question de circonstance et de conjoncture. Certains estiment qu'ils ne sont pas prêts pour passer à l'acte. C'était une réponse claire. De la vie humaine. La vie humaine n'est pas une valeur importante. Merci. Ils sont dans un La réponse est unanime, c'est oui.